Rebecca Fenton avait toujours aimé sa vie en solitaire, une vie paisible, libre, où personne ne venait troubler son quotidien. Mais parfois, l'amour vient bouleverser toutes nos certitudes, n'est-ce pas? Et Rebecca était prête à laisser derrière elle cette tranquillité qu'elle chérissait tant pour un homme, Larry. Leur rencontre avait été brève, presque anodine. Mais elle avait suffi pour allumer une flamme, une passion grandissante qui les lia pendant plusieurs années. 4 ans, pour être exact. 4 années à vivre un amour si intense que rien ne semblait pouvoir les séparer. Jusqu'au jour où tout s'effondra. Ce jour où Rebecca trouva Larry, sans vie, gisant dans une mare de son propre sang. Comment une telle tragédie avait-elle pu arriver? Larry, cet homme bienveillant, ce modèle de gentillesse, avait-il pu être la cible d'un acte de violence? Et si ce n'était pas un simple hasard? Si la personne qu'il aimait le plus avait joué un rôle dans sa mort? Rebecca, coupable ou victime? Une question que personne ne voulait poser à haute voix, mais qui brûlait sur toutes les lèvres. C'était le 3 février 2008, lorsque la police de Clearwater reçut cet appel qui allait tout changer. Une femme, la voix tremblante, appelait à l'aide. Cette femme, c'était Rebecca Fenton. Elle venait de rentrer chez elle après une séance de sport et avait trouvé Larry étendu, inconscient. Elle croyait encore qu'il respirait, qu'il était possible de le sauver. Alors, elle avait essayé, en vain. Désespérée, elle composa le 911. Mais au fond d'elle, une autre peur grandissait. Si Larry avait été attaqué, et si l'agresseur était toujours là? Rebecca attendait dehors, près de sa voiture, lorsque les secours arrivèrent. Mais pour Larry, il était trop tard. À 57 ans, sa vie s'était brutalement arrêtée. Pendant ce temps, les policiers s'activaient dans la maison, cherchant le moindre indice. Une enquête qui allait rapidement s'intéresser à Rebecca elle-même. Qui était-elle vraiment? Rebecca Tudin avait vu le jour en 1967 à Tucson, en Arizona, dans un hôpital militaire. Mais son entrée dans le monde n'avait pas été entourée d'amour. Sa mère, seule, n'avait pas souhaité la garder. Alors, à seulement 18 mois, Rebecca fut adoptée par une famille sportive d'un petit village du nom de Winslow. Ses nouveaux parents, incapables d'avoir des enfants, l'accueillirent avec un amour immense, faisant d'elle leur rayon de soleil. Pourtant, en grandissant, Rebecca se sentit à l'étroit dans ce village sans horizon. Elle rêvait de plus grand, de plus vaste. À peine sortie du lycée, elle s'inscrivit à l'université, espérant y trouver ce qu'elle cherchait. Mais le mal du pays finit par la rattraper. À cette époque, elle vivait à Boston, travaillant pour subvenir à ses besoins. Puis, un jour, son chemin la mena en Floride. Et là, ce fut comme un coup de foudre. Le soleil, les plages, la vie vibrante. Rebecca s'éprit de cet endroit au point de ne plus vouloir en partir. Elle trouva un appartement non loin de la mer, entourée de ses amis, et une carrière dans la psychologie qui lui ouvrit de belles opportunités. En parallèle, elle travailla pour un service infirmier et s'impliqua dans la sensibilisation aux troubles mentaux. Une vie épanouie, en apparence. Mais derrière ce tableau parfait, qui pouvait deviner le drame qui se préparait? Rebecca était une jeune femme extravertie et pleine de vie, une de celles qui captent l'attention dès qu'elles entrent dans une pièce. Elle avait ce charisme, cette lumière qui attirait les hommes. Pourtant, malgré toutes ces rencontres, elle n'avait jamais voulu s'attacher à l'un d'eux. Elle aimait sa liberté, sa vie indépendante, et rien ne semblait pouvoir la convaincre de changer. Elle vivait pour elle-même, profitant de chaque instant. Rebecca prenait soin d'elle, à tel point qu'elle paraissait toujours resplendissante. Le fitness était devenu sa routine, son échappatoire, et cela lui allait à merveille. Mais la vie, elle, n'était jamais aussi simple que cela. En 1998, une grande nouvelle vint chambouler son quotidien. Après des années de recherche, sa mère biologique l'avait retrouvée. Imaginez un peu. Plus de 30 ans sans se connaître. Et soudainement, la réconciliation. Rebecca était folle de joie à l'idée de rencontrer celle qui lui avait donné la vie. Bien sûr, cela ne signifiait pas qu'elle coupait les ponts avec ses parents adoptifs, qui l'avaient élevée avec tant d'amour. Elle continuait à partager son temps entre la Floride et l'Arizona, où elle passait des moments précieux avec sa mère, tout en restant proche de sa famille adoptive. Ce nouvel équilibre semblait lui convenir parfaitement, jusqu'en 2003, lorsqu'un appel inattendu perturba sa vie une nouvelle fois. C'était Larry Fenton, un homme de 36 ans, qui se présentait comme le petit ami de Rebecca. Il avait 17 ans de plus qu'elle, et son approche était aussi directe que traditionnelle. Il appela sa famille pour se présenter officiellement et demander sa main. Ce geste, presque d'un autre temps, surprit Rebecca,
mais elle sentit que cet homme venait de pénétrer dans sa vie pour y rester. Larry n'était pas n'importe qui. Un homme d'affaires accompli, qui avait commencé sa carrière en tant qu'architecte avant de se lancer dans le secteur de la vente d'équipements médicaux. À l'époque de l'appel, il était devenu l'un des cadres dirigeants de l'entreprise Getting USA, un nom bien connu des hôpitaux et des centres médicaux à travers les États-Unis. Il avait déjà traversé 3 mariages et 3 divorces, mais avec Rebecca, quelque chose semblait différent. Leur rencontre avait eu lieu de manière assez banale, un jour après une de ses séances de sport. Larry, qu'elle ne connaissait pas, l'avait abordée près de son voiture. Une discussion courte, suivie d'une invitation pour un café. Et là, tout avait changé. Rebecca avait été séduite non seulement par son assurance, mais aussi par sa simplicité. Il ne se vantait jamais de ses réussites, et pourtant, il était tout simplement parfait à ses yeux. Les mois passèrent, et la relation entre eux se renforça. Rebecca n'hésitait pas à confier à ses proches qu'elle pensait avoir trouvé l'amour de sa vie. Larry était un gentleman, attentionné, prévenant. Elle était convaincue qu'il était celui qu'elle avait attendu tout ce temps. À peine un an après leur rencontre, ils se marièrent, et Rebecca prit son nom de famille, Fenton. Elle avait trouvé son prince charmant. Mais, comme on le sait, les histoires d'amour ne suivent pas toujours le cours qu'on espère. En réalité, il y a eu 2 cérémonies. La première, plus grandiose, a eu lieu en Floride, mais une deuxième, plus intime, s'est tenue en Arizona, spécialement pour la famille de la mère biologique de Rebecca. Un geste plein de sens, n'est-ce pas? Larry, toujours prévenant, avait acheté une maison magnifique pour leur nouvelle vie commune. Une propriété historique construite en 1926, située à seulement quelques rues de l'océan. Un cadre idyllique, digne des plus belles cartes postales. Une fois installée, Rebecca n'avait plus besoin de travailler. Son mari pourvoyait à tous leurs besoins. Elle se consacrait à leur foyer, prenant soin de la maison ancienne et du jardin fleuri. On aurait dit une vie tirée d'un conte. Le couple partageait une passion pour le sport, au point qu'ils avaient aménagé une salle de gym privée sur leur terrain. Même après 4 ans de mariage, leur relation semblait s'intensifier. Un amour si fort, si solide. Mais parfois, le destin est cruel. Tout a basculé ce 3 février 2008. Ce jour-là, Rebecca revenait de leur salle de sport, juste à côté. Mais en entrant chez elle, elle a découvert l'impensable. La panique, la peur. Rebecca a immédiatement appelé les secours, déclarant que son mari avait été abattu. Quand les policiers sont arrivés, ils ont trouvé la jeune femme en état de choc, assise au bord de la route devant leur maison. À l'intérieur, le corps de Larry gisait dans une mare de sang, juste derrière la porte d'entrée. Il avait été criblé de balles, la main, le cou, le dos. Le meurtre avait été brutal. Les secours ont constaté l'irréparable. Larry, âgé de 57 ans, vendeur d'équipements médicaux, n'avait pas survécu. La balle fatale avait atteint son cou, provoquant une hémorragie massive. Il s'était vidé de son sang en quelques minutes. Une fin atroce. Rebecca, encore sous le choc, a raconté aux enquêteurs qu'elle avait entendu des coups de feu alors qu'elle revenait de sa séance de sport. Larry, lui, se préparait à regarder le Super Bowl. Pendant qu'elle s'entraînait, elle avait perçu un bruit étrange, mais n'y avait pas prêté attention. En rentrant, elle avait trouvé son mari allongé, sans vie. Paniquée, elle avait pris son téléphone, s'était précipitée dehors et avait appelé les secours depuis sa voiture. Elle a également noté que plusieurs objets avaient disparu. Un ordinateur portable, des bijoux, un iPod, un cambriolage qui aurait mal tourné. Larry serait-il tombé sur les voleurs et aurait payé de sa vie? Pire encore, l'un de leurs véhicules manquait à l'appel. Larry conduisait un grand SUV, mais seul le petit Hyundai de Rebecca était encore sur l'allée. Les enquêteurs ont vite compris que retrouver ce véhicule pourrait les mener jusqu'au meurtrier. Ce drame a bouleversé leur communauté. Larry était connu et respecté. Mais qui aurait pu vouloir lui ôter la vie? Une simple coïncidence tragique ou une vérité bien plus sombre? La voiture a été mise en recherche et les autorités espéraient que les voleurs seraient rapidement appréhendés. Le lieu du crime a été sécurisé et tous les voisins ont été interrogés. Mais, à leur grande surprise, personne n'avait rien vu de suspect, ni de véhicules inconnus dans le coin. Seule information pertinente, confirmée par plusieurs témoins, une série de 4 à 5 coups de feu, entendus aux alentours de 16h30. Les enquêteurs ont scruté la maison, mais n'ont trouvé aucune trace de forçage, rien qui suggère qu'un inconnu se soit introduit par effraction. Cependant, plusieurs tiroirs avaient été ouverts, et les objets à l'intérieur étaient en désordre, un signe classique d'un vol.
Malgré les déclarations de la veuve concernant la disparition de plusieurs objets personnels, les policiers ont remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait encore des objets de valeur en place. De l'argent liquide, des chèques, des bijoux précieux. Tout ça restait là, bien en vue. C'était vraiment bizarre, non? Habituellement, les voleurs prennent tout ce qu'ils peuvent, sans se poser de questions. Plus tard, la voiture de Larry a été retrouvée, à seulement quelques rues du lieu du meurtre. Mais ce qui a vraiment intrigué les enquêteurs, ce sont les objets volés. Il n'y avait pas de bijoux de valeur, juste des bricoles comme des bijoux fantaisie, une boîte de pièces de monnaie, l'iPod de Larry et son ordinateur portable. Quel drôle de butin. Et pourquoi avoir pris ces objets, spécifiquement? C'était tout sauf logique. Encore plus étrange. Pourquoi commettre un vol le jour du Super Bowl, lorsque tout le monde était chez soi, rivé devant le match? Cela semblait trop risqué pour être un simple cambriolage. Quel était le véritable mobile derrière cet acte? Un vol qui a mal tourné, ou bien une intention plus sombre? Les cambrioleurs, en général, opèrent discrètement, invisibles, et évitent de pénétrer dans des maisons où les propriétaires sont présents. Alors pourquoi cette affaire semblait-elle défier toutes les règles habituelles? C'est précisément ces contradictions avec les faits qui ont convaincu les policiers que tout ceci n'était qu'une mise en scène. Mais qui aurait intérêt à maquiller le meurtre de Larry en simple cambriolage? Après avoir inspecté les lieux du crime, les agents ont emmené Rebecca au poste de police pour recueillir son témoignage officiel. La veuve, visiblement bouleversée et en état de choc, avait du mal à articuler ses réponses face aux enquêteurs. Pourtant, elle a réussi à leur confier une piste troublante. Elle associait ce qui venait de se produire à un homme étrange qu'elle avait rencontré sur Internet. Rebecca a révélé que le premier incident remontait à l'automne précédent. Un soir, alors qu'elle était garée près d'un supermarché, un inconnu s'était approché de sa voiture, l'abordant sans la moindre gêne. L'homme lui avait dit qu'il n'avait jamais vu une femme aussi belle et qu'il voulait absolument la connaître. Mais Rebecca l'avait rejeté sans hésitation. Blessé dans son orgueil, l'homme était reparti bredouille, au volant de sa voiture noire. Cependant, cette rencontre n'était que le début. Par la suite, Rebecca avait remarqué la même voiture noire tourner autour de leur maison. À plusieurs reprises, le véhicule avait semblé suivre le couple à travers la ville. Persuadée qu'elle était victime de harcèlement, Rebecca en avait parlé à Larry, qui s'était immédiatement inquiété pour la sécurité de sa femme. Pour se protéger, il avait acheté une arme, un revolver de calibre 38, qu'il gardait précieusement dans une sacoche en nylon, rangée dans un tiroir à chaussettes. Suite aux confidences de Rebecca, les policiers avaient décidé de retourner dans la maison du couple pour mener une enquête plus approfondie et retrouver cette arme. Mais curieusement, le revolver avait disparu. Le 4 février 2008, moins de 24 heures après la mort de Larry, l'enquête prenait une tournure sombre. Les enquêteurs commençaient à douter de la version de Rebecca. Il n'y avait aucune preuve tangible qu'un intrus s'était introduit dans la maison. Tout semblait indiquer une mise en scène. Très vite, l'hypothèse que Larry ait été tué avec son propre revolver fut évoquée. Mais une question restait en suspens. Et si ce mystérieux harceleur existait vraiment? Les enquêteurs devaient explorer cette piste, aussi fragile soit-elle. Pourtant, malgré leurs efforts, aucune trace de ce supposé stalker ne fut trouvée. Alors, qui disait vrai? Mais en même temps, il restait tout de même possible que Rebecca ne mente pas. Un cambrioleur aurait très bien pu s'introduire dans la maison, fouiller pour trouver des objets de valeur, et tomber par hasard sur l'arme. Si Larry l'avait surpris à ce moment-là, le voleur aurait pu utiliser le revolver pour se débarrasser d'un témoin gênant. Cette hypothèse tenait-elle encore? Tout bascula lorsqu'un nouvel examen minutieux de la voiture de la victime révéla une découverte stupéfiante. Sous le siège conducteur du SUV, les enquêteurs retrouvèrent le revolver du couple, celui qui avait disparu de la maison. Mais ce n'était pas tout. Dans la voiture de Rebecca, ils mirent de la main sur les clés du véhicule de Larry, ses bijoux qu'il portait toujours sur lui, et 5 douilles de balles tirées. À l'intérieur de la maison, précisément 5 coups de feu avaient été tirés. Cette coïncidence paraissait bien trop suspecte, et ce n'était pas tout. Rebecca avait été la dernière personne à voir Larry vivant. De plus, les policiers avaient remarqué son comportement étrange sur les images filmées par les journalistes présents sur les lieux du crime. Alors que la scène aurait dû être empreinte de gravité, Rebecca apparaissait souriante et plaisantait avec les policiers. Elle riait, elle semblait à l'aise, ce qui avait éveillé des soupçons dès le départ. La veuve expliqua plus tard qu'elle était simplement en état de choc, une réaction involontaire selon elle. Mais les indices s'accumulaient contre elle. Peu à peu, tout semblait pointer Rebecca comme la principale suspecte. Pourtant, des zones d'ombre persistaient.
La veuve ne portait aucune trace de sang sur elle, une chose presque inévitable pour quelqu'un qui aurait commis un meurtre à bout portant. De plus, Rebecca avait passé 3 tests au détecteur de mensonges, et elle les avait réussis. Et lors de son premier passage au poste de police, ses mains avaient été analysées. Résultat, aucun résidu de poudre à canon. Malgré cela, les enquêteurs avaient des doutes. Ils pensaient qu'elle aurait pu nettoyer soigneusement ses mains, ou bien tirer en portant des gants. Cela aurait expliqué l'absence de toute trace. Déterminés à obtenir plus de réponses, les détectives décidèrent d'interroger Rebecca une nouvelle fois. Ils la contactèrent pour qu'elle revienne au poste de police, mais cette fois, son attitude changea radicalement. Rebecca refusa catégoriquement de coopérer et fit appel à un cabinet d'avocats pour se défendre. Elle justifia son silence en affirmant qu'elle n'avait plus rien à dire à la police. Face à ce refus, les enquêteurs redoublèrent d'efforts pour fouiller dans le passé de Rebecca. A-t-elle eu un motif suffisant pour commettre un acte aussi atroce? Une femme aimante ou une meurtrière calculatrice? Les indices cachent parfois des vérités bien plus sombres. Les policiers ont rapidement découvert que la veuve avait un passé criminel. Toutefois, rien de très grave, pas de meurtre ou de vol violent. À l'âge de 20 ans, elle avait été arrêtée pour des accusations de prostitution, une activité qu'elle avait pratiquée après son déménagement en Floride. Rebecca était devenue une escorte de luxe avant de rencontrer son mari. Et en même temps, elle gagnait de l'argent en posant dans des films pour adultes à petit budget. Elle n'a jamais nié son passé, reconnaissant elle-même avoir fait ce qu'on lui reprochait. C'était Larry, son mari, qui l'avait sortie de cette spirale destructrice, lui offrant une stabilité et une sécurité qu'elle n'avait jamais eues auparavant. Grâce à lui, elle avait pu abandonner ses activités illégales et mettre fin à sa carrière dans l'industrie du sexe. Mais il y avait un autre côté à Rebecca, plus complexe et moins visible. Après son mariage avec le riche homme d'affaires, ses amis racontent qu'elle s'était ennuyée. Elle avait toujours été habituée à une vie active, pleine de voyages avec ses clients, une vie libre et sans contrainte. Le rôle de femme au foyer ne lui convenait absolument pas. Il ne faisait que lui rappeler le vide de son passé. Mais ce n'était pas la seule difficulté à laquelle elle était confrontée. Rebecca avait aussi lutté pendant des années contre l'alcoolisme. Elle avait même rejoint un groupe de soutien pour alcooliques anonymes. En parallèle, elle avait des problèmes avec la prise de médicaments prescrits par son médecin. Cependant, dès qu'elle s'était engagée dans ce groupe, son état s'était amélioré. Il semblait qu'elle voulait vraiment s'en sortir et qu'elle faisait des efforts pour y parvenir. Petit à petit, elle avait changé, cherchant à mener une vie plus saine et sobre. Mais la situation allait encore se compliquer. Peu de temps avant le crime, Rebecca avait avoué à son thérapeute, un membre du groupe des alcooliques anonymes, qu'elle éprouvait des sentiments romantiques pour un autre homme. Cet homme était un chef cuisinier, un membre du même groupe, avec qui elle assistait aux réunions. Mais alors, qu'est-ce qui l'avait poussée à faire un tel aveu? Une crise intérieure ou une réelle tentation qui menaçait sa nouvelle vie? Ils se sont rapprochés, et cette information a été confirmée par les voisins. Beaucoup avaient remarqué qu'après la mort de son mari, un homme inconnu avait commencé à rendre régulièrement visite à Rebecca. Toujours à la même heure, il arrivait aux alentours de minuit et repartait à 5 heures du matin. Étrange, non? Il semblait évident que le couple cherchait à cacher leur relation, mais les voisins curieux ne tardèrent pas à les démasquer. Ce détail n'échappa pas aux enquêteurs. Une liaison secrète, dissimulée dans l'ombre de la nuit. Et si c'était là un mobile pour un meurtre? Et cet amant mystérieux, pourrait-il être complice dans cette histoire sombre? Tout cela paraissait plausible. Mais lorsque les policiers décidèrent de vérifier l'alibi du prétendu amant, une surprise les attendait. Il avait un alibi solide. Plusieurs témoins affirmèrent qu'au moment de l'attaque contre Larry, il se trouvait chez lui, tranquillement installé devant le Super Bowl. Une coïncidence qui venait réduire à néant cette hypothèse. Ainsi, sur la liste des suspects potentiels, il ne restait plus qu'un nom, celui de Rebecca, la veuve. Mais à ce stade de l'enquête, les détectives ne possédaient encore aucune preuve directe contre elle. Bien sûr, les indices indirects s'accumulaient, formant une toile complexe autour de sa culpabilité, mais ce n'était pas suffisant pour bâtir un dossier solide devant un tribunal. Une question de temps, disait-il. Car au fil des expertises criminelles et balistiques, la vérité commençait lentement à émerger. Les résultats des analyses tombèrent. Le revolver de Larry, acheté pour sa propre défense, était bien l'arme du crime. Mais un détail glaçant restait à noter. Aucune empreinte digitale n'y avait été retrouvée. L'assassin avait été méticuleux, méthodique.
Pas de précipitation de la part des enquêteurs. Ils prenaient le temps d'étudier chaque indice, de démêler chaque fil de cette affaire complexe. Mais malgré des années de travail, aucune charge ne fut retenue contre Rebecca. Entre-temps, la vie de la veuve se délita. Sa relation avec le chef cuisinier prit fin, et elle tomba sous l'emprise d'un homme violent. Un autre drame. Puis, une nouvelle bataille éclata, celle de l'héritage laissé par Larry. Rebecca et la famille de la victime s'affrontèrent. Mais au final, la majeure partie des biens revint aux proches de Larry, laissant Rebecca avec presque rien. Incapable de retrouver une stabilité, elle plongea de nouveau dans l'alcool, abandonnant les réunions des alcooliques anonymes. 5 ans après la mort de son mari, en 2013, elle perdit sa maison. Elle ne pouvait plus payer les traites et fut déclarée insolvable. Quelques mois plus tard, l'avis d'expulsion arriva. Coïncidence ou acte désespéré. Peu de temps après, un incendie détruisit complètement la maison. Une tragédie de plus dans cette histoire déjà sombre. Mais était-ce vraiment un simple hasard? Rebecca était retombée au fond du gouffre et a déménagé dans un parc de caravanes à Clearwater. C'est là que tout a pris une nouvelle tournure. Une nouvelle enquête fut ouverte contre elle, cette fois pour incendie criminel. Les experts affirmaient avoir trouvé des traces d'un liquide inflammable dans les décombres de sa maison, une preuve qu'elle aurait pu utiliser pour attiser les flammes. Pourquoi? Selon eux, elle avait mis le feu pour toucher l'assurance. À l'époque, Rebecca était désespérée et n'avait qu'un seul mobile, l'argent. Mais ce n'était que la partie visible de l'iceberg. L'enquête révéla qu'avant l'incendie, un autre incident troublant s'était produit dans cette maison. En été 2012, soit d'environ 4 ans après la mort de son mari, Rebecca avait de nouveau appelé les secours. Cette fois, elle signalait des violences domestiques. Son nouveau compagnon, un certain Alfred, aurait levé la main sur elle. L'intervention des autorités lui avait valu une ordonnance restrictive, et Rebecca avait obtenu une protection contre lui. Cependant, Alfred restait insaisissable. Les enquêteurs eurent du mal à le localiser, mais ils finirent par interroger son neveu et la petite amie de ce dernier. Ce qu'ils entendirent fut stupéfiant. Le neveu affirma que son oncle Alfred lui avait parlé d'une femme qui aurait tué son mari. Cette révélation relança l'affaire. La police redoubla d'efforts pour retrouver Alfred, et lorsqu'ils mirent enfin la main sur lui, un autre choc les attendait. Alfred purgeait déjà une peine de prison, bien que pour un crime sans lien avec le meurtre de Larry. Mais il devint un témoin clé dans l'affaire. En 2014, soit 6 ans après la mort de Larry, les enquêteurs frappèrent à la porte de la caravane de Rebecca. Ils l'arrêtèrent et l'accusèrent de meurtre au premier degré. La pièce maîtresse de l'accusation? Le témoignage d'Alfred. Cet homme, autrefois son compagnon, affirma que Rebecca lui avait confié avoir tué son mari. C'était une bombe dans le dossier, et bien que Rebecca nia en bloc, son refus de collaborer avec les enquêteurs ne fit qu'aggraver sa situation. Le 3 novembre 2015, le procès de Rebecca Fenton s'ouvrit. Âgée de 48 ans, elle était accusée d'avoir assassiné Larry, son mari de 57 ans, en février 2008. Depuis le début, elle avait clamé son innocence, mais elle restait la principale suspecte. Ses avocats tentèrent de jouer sur cet aspect, accusant la police d'avoir fait preuve de négligence et de partialité. Ils prétendaient que les enquêteurs s'étaient fixés sur Rebecca dès le départ et n'avaient jamais cherché d'autres pistes. Mais le procureur, lui, avait des arguments solides. Les preuves retrouvées dans la voiture disparue de Larry pesaient lourd, les clés du véhicule, des bijoux appartenant à la victime, 5 douilles de revolver. Tout cela avait été découvert dans la voiture de l'accusé. Si Rebecca était innocente, comment ces objets avaient-ils pu se retrouver là? L'affaire du vol de la voiture elle-même était étrange. Pourquoi le véhicule contenait-il des objets volés si ce n'était pas une mise en scène? Les enquêteurs avancèrent aussi que Rebecca avait menti sur un point crucial. Elle prétendait avoir vérifié le pouls de son mari après l'avoir trouvé mort. Mais selon les experts médico-légaux, personne n'avait touché le corps. Mensonge ou vérité déformée. Un homme allongé dans une mare de sang. Rien n'a bougé. Pas une seule trace. Alors, c'était donc encore un mensonge de la veuve? Pourtant, l'histoire de Rebecca ne tenait pas debout. Pas pour le procureur. Elle semblait inventée. Un cambrioleur serait entré, aurait monté les escaliers, par miracle trouvé un revolver caché dans le tiroir de la chambre, puis serait redescendu pour tirer sur Larry, tout ça sans faire de bruit. Ensuite, il aurait fouillé la maison, emportant quelques babioles insignifiantes en laissant les objets de valeur bien visibles. Et comme si cela ne suffisait pas, il aurait pris un SUV, roulé quelques rues plus loin pour l'abandonner, avant de revenir sur la scène du crime. Pourquoi?
pour replacer l'arme du crime et déposer des objets volés dans la voiture de Rebecca. Tout cela ne faisait absolument aucun sens. Le procureur, lui, n'y croyait pas. Pas une seconde. Pour lui, cette histoire de cambriolage était une farce. Et le mobile? La cupidité. Rebecca aurait voulu s'enrichir, se débarrasser de Larry, cet homme devenu gênant, pour vivre pleinement avec son amant. Larry Fenton, homme d'affaires prospère, avait tout pour lui. Mais Rebecca, elle voulait plus. Ce n'était pas une hypothèse sortie de nulle part. Le contrat de mariage, lui, racontait une toute autre histoire. Larry, prudent, l'avait imposé dès le départ. Il connaissait le passé trouble de Rebecca, ses 3 divorces. Il voulait se protéger, sécuriser son patrimoine. Selon cet accord, en cas de divorce, Larry gardait tout. Ses biens, ses économies et même la maison. Rebecca n'aurait rien, pas un sou. Alors, divorce ou meurtre? La balance penchait dangereusement du côté du pire. Le témoignage de la mère biologique de Rebecca ajouta une pièce essentielle au puzzle. Selon elle, Rebecca avait bel et bien un amant. Et Larry, de son côté, en aurait appris l'existence. Ce fut l'étincelle. Leur mariage n'était plus qu'une façade. Et si le divorce avait lieu, Rebecca se retrouverait ruinée. Ce contrat de mariage, censé protéger Larry, aurait signé son arrêt de mort. Mais Rebecca, elle, ne fléchissait pas. Au tribunal, elle répétait inlassablement son histoire, ou presque. Cette fois, elle omettait des détails. Plus question de prétendre avoir tenté de sauver son mari. Non. Elle affirmait lui avoir dit de tenir bon, d'attendre l'ambulance. La bande audio de son appel au 911 fut diffusée devant tout le monde. Et là, tout bascula. Le procureur souligna chaque mot suspect. Rebecca parlait trop. Beaucoup trop. Elle ajoutait des détails inutiles, des justifications qui ne faisaient qu'aggraver ses propos. Je pense que mon mari a été abattu. Quelqu'un a cambriolé ma maison. J'ai juste vérifié son pouls. J'étais à la salle de sport, juste derrière la maison. 8 fois, elle mentionna la salle de sport pendant cet appel. Comme si elle voulait absolument convaincre le monde entier qu'elle n'y était pour rien. Je n'aurais jamais pu tuer mon mari. Je l'aime. Cet homme est ma vie. Je ne peux pas vivre sans lui. Il m'aime. Je l'aime. Mais pourquoi avait-elle besoin de le répéter autant? Que voulait-elle prouver, au juste? Bien sûr, Rebecca fréquentait déjà un autre homme, et le divorce semblait inévitable. Tout cela renforçait l'image d'une femme calculatrice et menteuse, que le procureur décrivait sans relâche. Mais, aussi convaincant que cela paraisse, il y avait une ombre au tableau, une faille que l'accusation ne pouvait ignorer. Le dossier entier reposait sur des preuves purement circonstancielles. Aucun ADN, aucune empreinte digitale, ni sur l'arme, ni sur la scène du crime. Rien de tangible pour lier directement Rebecca au meurtre de Larry. Ce n'est qu'avec le témoignage d'Alfred, l'amant de Rebecca, que l'affaire prit un tournant décisif. Alfred raconta leur relation chaotique, marquée par des disputes incessantes. Selon lui, lors d'un de leurs violents accrochages, Rebecca lui aurait mis un couteau sous la gorge, criant qu'elle le tuerait comme elle avait tué son mari. Ces mots, prononcés dans un excès de colère, confirmèrent ses soupçons. Elle avait bel et bien éliminé Larry pour l'argent. Mais pouvait-on vraiment le croire? Alfred avait ses propres raisons de coopérer avec l'accusation. En échange de son témoignage, il avait obtenu sa libération de détention. Était-il sincère, ou cherchait-il seulement à se sauver? Pour corroborer ses dires, 2 autres témoins furent appelés à la barre, son neveu et la petite amie de celui-ci. Eux aussi affirmèrent avoir entendu Rebecca faire des déclarations incriminantes. Rebecca, de son côté, continua de clamer son innocence jusqu'au bout. Elle monta à la barre pour défendre sa version des faits, insistant sur le fait qu'elle n'avait rien à voir avec la mort de son mari. Mais le 13 novembre 2015, le jury se retira pour délibérer. Cela ne leur prit que 2 heures. 2 petites heures pour sceller son destin. Rebecca fut reconnue coupable de meurtre au 1er degré. La sentence? La réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Ce fut un coup dur, même pour elle, qui sembla dévastée par le verdict. Ce qui était encore plus étonnant, c'est que même sa mère biologique déclara que c'était une décision juste. Rebecca, elle, ne comprenait pas. Elle répétait qu'elle n'aurait jamais pu blesser l'homme qui lui avait offert une vie confortable, qu'elle avait sincèrement aimé. Mais personne ne l'a cru. Toutes ses tentatives d'appel furent rejetées. Ainsi s'acheva l'histoire dans une petite ville tranquille, Elizabeth City,
en Caroline du Nord, aux États-Unis. Une ville où tout semblait paisible, où le calme régnait. Mais cette illusion vola en éclats. Un soir d'août 2018, à 2 heures du matin, une femme de 45 ans, Angel Sawyer, frappa frénétiquement à la porte de son voisin. Elle était en larmes, incapable de reprendre son souffle. Selon ses dires, un intrus s'était introduit chez elle et avait tué son mari. Elle était encore ligotée, désemparée, incapable de demander de l'aide plus tôt. Le voisin, choqué mais déterminé, composa immédiatement le 911. Un homme a appelé les secours en racontant qu'une voisine venait juste de frapper à sa porte. Elle était en larmes, bouleversée, et répétait que son mari avait été tué. Son visage portait des traces de sang, et d'une voix tremblante, elle a affirmé que l'agresseur était armé d'un pistolet. Elle disait qu'il avait voulu voler de l'argent et des bijoux, mais qu'elle avait miraculeusement réussi à s'échapper. Face à cette situation, le central a immédiatement envoyé une équipe d'urgence à l'adresse indiquée. La femme, choquée et en état de panique, est restée chez le voisin pour attendre la police. Peu après, les agents sont arrivés sur les lieux. La porte principale de la maison était fermée, mais ils ont rapidement constaté que l'entrée par derrière était restée ouverte. Avec prudence, ils ont pénétré dans la maison par cette issue, prêts à tout. En montant à l'étage, ils ont découvert la chambre conjugale. La pièce était sens dessus dessous, les tiroirs arrachés, leur contenu éparpillé sur le sol, et un nombre impressionnant de bijoux en or et en argent jonchant les alentours. Un chaos tel qu'au premier coup d'œil, il était presque impossible de s'y repérer. Il leur a fallu du temps avant de découvrir le corps de Milton Sawyer, âgé de 55 ans. Ils l'ont retrouvé dans la salle de bain. L'homme imposant était étendu de tout son long sur le sol, face contre terre, les mains attachées dans le dos avec du ruban adhésif. Une petite flaque de sang s'était formée sous lui, mais rien ne semblait expliquer comment il avait pu perdre la vie. À première vue, ses blessures étaient superficielles et ne semblaient pas suffisamment graves pour provoquer un décès. Aucun signe évident de lutte, aucun indice clair. Que s'était-il passé dans cette maison? Pourquoi et comment cet homme était-il mort? Pour répondre à ces questions, les enquêteurs ont su qu'ils devraient examiner minutieusement chaque recoin de la maison et procéder à une analyse approfondie du corps de Milton. Pendant ce temps, la femme, encore en état de choc, a été conduite dans un établissement médical pour recevoir les premiers soins. Un agent est resté à ses côtés, garantissant sa sécurité et surveillant ses réactions. Mais déjà, des doutes s'installaient. Que cachait réellement ce drame? On supposait que le criminel pourrait revenir pour nuire à la femme. Vers 3 heures du matin, la famille de Milton a appris la terrible nouvelle. Cette révélation a choqué tout le monde. Personne n'aurait imaginé que l'homme si affable et souriant qu'était Milton puisse avoir des ennemis. Milton Sawyer est né en 1963 dans une petite ville appelée Elizabeth City, en Caroline du Nord. C'est ici qu'il a passé toute sa vie, et c'est ici aussi qu'il a trouvé la mort, tué par un assassin inconnu. Enfant, il était comme les autres. Il jouait avec ses amis dans les bois, construisait des cabanes, mais ce qui le distinguait vraiment, c'était sa passion pour les objets précieux et rares. C'est de son père qu'il a hérité de cet amour du collectionnisme. Il n'est donc pas surprenant qu'à l'âge adulte, il ait ouvert un magasin d'antiquités. On l'appelait souvent le chasseur de trésors car il achetait et revendait des bijoux, parfois de l'électronique, ce qui lui permettait de vivre confortablement. Milton avait un véritable don pour dénicher des objets rares et précieux. Cependant, en ce qui concerne sa vie amoureuse, Milton n'a pas eu beaucoup de chance. Son premier mariage, qui a eu lieu en 2000, n'a pas duré. Ensemble, ils ont eu 3 enfants, mais la relation s'est mal terminée par un divorce. Après cela, au lieu de se concentrer sur les femmes, Milton s'est entièrement consacré à ses enfants. Il les emmenait partout, au travail, en vacances, et il savait toujours comment les occuper, les divertir. Tous ceux qui le connaissaient le considéraient comme un père formidable. Pendant longtemps, Milton est resté seul, sans chercher à nouer de nouvelles relations. Mais en 2011, il a rencontré par hasard Angel Cassinger, une femme de 38 ans, lorsqu'il est allé chercher ses enfants à l'école. Ils ont rapidement commencé à discuter et se sont liés d'amitié. À ce moment-là, Angel était mariée et avait 4 enfants, mais elle assurait à Milton qu'elle était en train de divorcer. Bien que Milton fût plus âgé de 10 ans, ils ont rapidement développé une relation. Ils se retrouvaient autour de points communs. Plusieurs enfants, des mariages ratés. Milton avait déjà résolu ses questions de garde, ses enfants vivant alternativement chez lui et chez leur mère, tandis qu'Angel était encore en plein processus de séparation. Après cette première rencontre, leur relation s'est intensifiée et ils sont devenus très proches. En 2012, ils se sont mariés.
Angel, dès qu'elle a rejoint le magasin d'antiquités de Milton, a remarqué un certain désordre sur les étagères. Elle a alors utilisé son sens esthétique pour réorganiser les objets, et ce geste a eu un grand impact. Milton a trouvé que le magasin avait pris un bien meilleur aspect après ce réagencement et les ventes ont effectivement augmenté. Cependant, le véritable travail du couple ne se déroulait pas uniquement dans les rayons de leur petite boutique d'antiquités. Leur vie de famille, bien plus complexe, comptait pas moins de 7 enfants, chacun avec son caractère et ses besoins. Trouver un équilibre entre la gestion de la maison et leurs obligations professionnelles relevait d'un véritable défi, mais ils semblaient y parvenir, ensemble, en parfaite harmonie. Jusqu'à ce que, ce fameux 2 août 2018, un mystérieux intrus vienne bouleverser leur vie à jamais. Ce jour-là, la mort du collectionneur le plus renommé de la ville a été déclarée. Sur les lieux du crime, les policiers ont découvert une scène qui laissait peu de place au doute. Des tiroirs vidés, des objets éparpillés, tout indiquait un vol qui aurait mal tourné. Pourtant, les blessures habituelles dans ce genre d'agression, comme des coups à la tête ou des traces de lutte extrême, étaient absentes. Il n'y avait pas non plus de douille d'armes à feu, et pourtant, la position du corps racontait une toute autre histoire, celle d'une lutte acharnée. Les experts en criminalistique se sont immédiatement concentrés sur la recherche de moindres traces de l'agresseur. ADN, empreinte digitale, fibres, rien ne devait leur échapper. Après une autopsie minutieuse, le verdict des médecins légistes est tombé. La cause du décès semblait être une asphyxie positionnelle. Les poignets du défunt, attachés dans le dos, combinés à une surface dure contre sa poitrine, avaient compromis sa respiration. Une simple perte de conscience aurait suffi à rendre sa position fatale. Mais qui était ce meurtrier qui avait osé s'introduire dans ce foyer paisible? Les voisins interrogés n'ont pas pu fournir d'informations précieuses. Tout ce qu'ils avaient entendu, c'était un bruit sourd, suivi d'un silence oppressant. Les détectives, quant à eux, ont rapidement noté une anomalie. Il n'y avait aucune trace d'effraction. La clé de la porte arrière, insérée dans la serrure, a attiré leur attention. Un détail inhabituel, car selon Angel, la clé était habituellement laissée sur le perron pour permettre aux enfants de rentrer si besoin. Se pourrait-il que l'intrus ait simplement saisi cette opportunité? Cette hypothèse a mené les enquêteurs à analyser la clé en quête d'empreintes compromettantes. Pendant ce temps, Angel, elle, portait les stigmates de cette nuit tragique. Une blessure légère au front, résultat d'un coup reçu lors de l'attaque. Elle a raconté qu'en ce funeste soir, seule elle et son mari étaient à la maison. Leurs 2 enfants, encore sous leur toit, avaient passé la nuit chez des amis. Tout a basculé autour de minuit. Descendue à la cuisine pour grignoter, Angel, en ouvrant la porte de leur chambre, a été figée par la silhouette sombre d'un inconnu dans le couloir. L'homme, vêtu de noir, s'est adressé à elle d'une voix froide, exigeant qu'elle remette les trésors cachés de la maison. « Je sais ce que vous gardez ici », avait-il lancé avec assurance. C'était évident. Cette attaque était préméditée. Son mari, connu pour être un des plus grands marchands de bijoux en or de la ville, avait attiré l'attention. Après avoir obtenu les objets de valeur, l'agresseur s'en est pris à Milton, ne laissant aucune chance au quinquagénaire. Angel, désemparée, a reçu un coup qui l'a désorientée. Tombée au sol, elle n'avait plus la moindre idée de comment réagir. Et vous, que feriez-vous face à une telle horreur? Le criminel n'a pas perdu de temps. Il a ligoté Angel avec du scotch, immobilisant ses mains et ses pieds. Pendant des heures, elle est restée là, impuissante, sans nouvelles de son mari. Milton, lui, se trouvait dans la salle de bain, mais elle ne pouvait ni le voir ni comprendre ce qui lui arrivait. La peur et l'angoisse l'envahissaient. Mais au bout de quelques heures, Angel a réussi, avec une patience infinie, à desserrer l'adhésif qui retenait ses poignets et ses chevilles. Enfin libérée, elle s'est relevée avec difficulté et s'est précipitée chez un voisin pour demander de l'aide. Une fois en sécurité, Angel a raconté aux enquêteurs un détail qui pouvait tout changer. Elle se souvenait d'un individu suspect. Le jour même de l'agression, son mari avait reçu un appel d'un inconnu au sujet de la vente d'un objet. Ce mystérieux homme pourrait très bien être l'agresseur. Le rendez-vous avait eu lieu vers 19h. Le couple avait rencontré un jeune homme venu leur proposer un téléviseur. Mais Milton, fin connaisseur, avait tout de suite flairé que l'appareil était probablement volé et avait refusé la transaction. Le vendeur, mécontent, était parti, manifestement irrité. Angel se demandait s'il n'avait pas nourri une rancune contre son mari. Elle se souvenait aussi très bien de ce jeune homme. Il s'appelait Dylan. Il n'était pas venu seul,
mais accompagné de sa petite amie. Angel savait que Milton avait déjà eu affaire à lui par le passé. Mais cette fois-ci, quelque chose la troublait. Elle soupçonnait que Dylan et sa compagne consommaient des substances illicites. En donnant une description précise du couple, elle a permis aux policiers de rapidement identifier ces deux individus. Et, surprise, les forces de l'ordre savaient déjà qui ils étaient. Pendant que les détectives tentaient de localiser Dylan et sa petite amie, plusieurs éléments troublants sont apparus dans l'enquête. Les enregistrements des caméras de surveillance situées près de la maison ne montraient aucun mouvement suspect, ni personne ni véhicule, se dirigeant vers le domicile du couple. Encore plus étrange, malgré l'apparente intention de voler, la plupart des objets de valeur, y compris les bijoux et l'argent, étaient restés intacts. Même ceux qui étaient à portée de main n'avaient pas été emportés. Ce n'était pas du tout typique d'un cambriolage. Les voleurs, en général, prennent tout ce qu'ils peuvent. Alors pourquoi ne s'étaient-ils emparés que d'une petite partie des biens? Cette incohérence a poussé les enquêteurs à envisager une hypothèse bien plus sombre. Et si le mobile de cet acte n'était pas l'appât du gain? Si l'objectif était tout autre? Mais alors qu'ils approfondissaient cette piste, une nouvelle a bouleversé l'affaire. Dylan et sa petite amie avaient été retrouvés. Ils se trouvaient désormais dans une salle d'interrogatoire. Arrêtés pour trafic de substances interdites, ils n'avaient pas encore été accusés pour l'agression. Les détectives, prudents, ont décidé de ne pas les brusquer. Lors des premières questions, ils ont doucement abordé le sujet du cambriolage et de l'attaque contre Milton. Que diront-ils? Est-ce que ce couple, déjà impliqué dans des affaires douteuses, serait réellement responsable de cette tragédie? Ils ne comprenaient pas de quoi il s'agissait. Ils semblaient sincèrement surpris, presque désarçonnés par le ton de la conversation. Puis, face à leur incompréhension, on leur a directement annoncé qu'ils étaient soupçonnés d'un meurtre. Pourtant, tous deux ont présenté des alibis qui semblaient impossibles à contester. Concernant la vente du téléviseur, le jeune homme et la jeune femme ont affirmé avoir rencontré un antiquaire en début de soirée. Cependant, ce rendez-vous, bien qu'étrange, ne les reliait en rien aux événements tragiques survenus par la suite. D'après leur version, la rencontre n'ayant rien donné, ils seraient repartis chacun de leur côté pour tenter de vendre le matériel ailleurs. Dylan, déterminé à prouver son innocence, a même immédiatement remis son téléphone portable à la police. Cela a permis aux enquêteurs de vérifier ses dires. Résultat? Au moment du meurtre, le couple discutait au téléphone. La géolocalisation du mobile a confirmé qu'il se trouvait dans un autre quartier, bien loin de la scène du crime. En plus, le fait qu'ils échangeaient à cette heure précisait leur alibi. Cette preuve irréfutable les a définitivement blanchis. Avec cela, les soupçons se sont évaporés. Les détectives, frustrés mais méthodiques, sont retournés au point de départ de leur enquête. Ils n'avaient plus aucune piste concrète pour identifier l'agresseur de Milton Sawyer. Mais le lendemain même, un rebondissement inattendu a bouleversé l'affaire. Le médecin légiste, qui ne cessait de réfléchir à ce dossier complexe, a consulté des collègues et revu ses premières conclusions. Il en est venu à la certitude que son hypothèse initiale était erronée. Milton ne s'était pas étouffé sous son propre poids, comme supposé au départ. Il avait été maintenu au sol avec une force évidente, suffisamment pour l'étouffer intentionnellement. Un détail encore plus troublant est apparu. Une fracture au niveau de la cage thoracique. Ce détail confirmait la thèse des enquêteurs. Mais cette découverte contredisait totalement le témoignage d'Enzel, la femme de Milton. Cela soulevait des questions dérangeantes et des doutes de plus en plus grands. En creusant dans la vie conjugale du couple, les enquêteurs ont commencé à trouver des éléments troublants qui remettaient en question l'apparence idyllique de leur mariage. Aux yeux de leurs proches, Enzel et Milton semblaient heureux, mariés depuis plusieurs années. Et personne n'imaginait qu'un motif de conflit, encore moins un mobile de meurtre, puisse exister entre eux. Cependant, certains membres de la famille de Milton ont commencé à brosser un portrait bien différent d'Enzel. Elle était décrite comme une femme très égocentrique, au caractère flamboyant. Belle et confiante, elle attirait l'attention partout où elle allait, mais cela n'était jamais suffisant pour elle. Elle se voyait toujours supérieure aux autres. Et pourtant, cette personnalité magnétique avait séduit Milton dès le départ. Il était fou d'elle, prêt à tout pour lui faire plaisir. Bijoux somptueux provenant de son magasin d'antiquités, voitures luxueuses, cadeaux somptueux. Milton ne reculait devant aucune dépense pour satisfaire les envies de sa femme. Mais le frère de Milton, David, a révélé une autre facette du mariage. Selon lui, après 5 années d'union, les exigences d'Enzel avaient commencé à croître de façon alarmante. Sa soif d'avoir toujours plus semblait insatiable. Elle n'avait jamais assez d'attention, de cadeaux, ni de luxe, malgré tout ce que son mari lui offrait. Il semblait pourtant faire de son mieux pour satisfaire ses désirs, mais ce n'était pas suffisant.
Milton, son épout, était désemparé. À plusieurs reprises, il avait confié à son frère ses doutes et ses craintes. Et si sa femme le trompait? Cette idée le hantait. Ses premières suspicions remontaient à la fin de 2017, après un événement anodin, mais qui avait tout changé. Angel, sa femme, avait eu un accident de voiture. Heureusement, elle s'en était sortie avec des blessures légères, rien de grave. Mais elle s'était plainte de douleurs persistantes aux épaules et aux hanches. Pour se soigner, elle avait pris rendez-vous dans un cabinet de kinésithérapie local, tenu par un certain Isaac Melcher, un médecin de 38 ans au sourire charmant et à la réputation irréprochable. Rien d'alarmant à première vue, du moins, c'est ce que pensait Milton au début. Isaac avait prescrit des séances quotidiennes. Angel s'y rendait avec enthousiasme. Mais rapidement, quelque chose avait changé. Si, au départ, elle portait des vêtements simples et décontractés, au bout de quelques séances, elle avait commencé à se préparer comme pour un rendez-vous galant. Elle se douchait juste avant d'y aller, appliquait ses parfums les plus coûteux, choisissait ses plus belles tenues et se maquillait soigneusement. Pour Milton, c'était clair. Elle faisait tout cela pour le kinésithérapeute. Le mari ne pouvait plus fermer les yeux. À ses yeux, c'était une trahison. Il avait essayé de lui en parler, à plusieurs reprises. Il la confrontait, lui reprochait ce comportement inhabituel. Mais Angel se défendait, toujours avec calme. Elle expliquait qu'elle aimait simplement prendre soin d'elle et être élégante, peu importe l'occasion. Était-ce une excuse, une explication sincère? Milton n'y croyait pas. Ses soupçons ne faisaient que croître. Milton était un homme profondément religieux, un mari fidèle et dévoué, qui n'avait jamais imaginé trahir son épouse. Sa vision de la famille était sacrée. Mais ces changements dans l'attitude de sa femme le rongeaient. De son côté, Isaac Melcher semblait être l'incarnation de la vertu. Il allait à l'église régulièrement, était un mari exemplaire et un père attentif pour ses 3 enfants. Tous ceux qui le connaissaient louaient en sa droiture. Était-ce vraiment possible qu'un homme si irréprochable puisse être au cœur de cette histoire? C'est cette contradiction qui intrigua les enquêteurs. Quand la police vint interroger Isaac au sujet de cette affaire, il admit que Milton était venu à plusieurs reprises à la clinique. Il avait même causé des scènes, en proie à une jalousie incontrôlable. Isaac se rappelait de discussions tendues au téléphone avec Milton, mais il niait catégoriquement toute relation avec Angel. Pour lui, c'était une fausse accusation, une simple projection des insécurités d'un mari possessif. Cependant, les policiers voulaient en savoir plus. Ils demandèrent à consulter le téléphone portable d'Isaac pour vérifier ses affirmations. Ce dernier leur raconta alors une histoire surprenante. Selon lui, son téléphone était tombé dans l'eau peu de temps avant que la maison des Sawyer ne soit cambriolée. Il avait dû se débarrasser de l'appareil. Une coïncidence troublante. Encore plus étrange. Juste après le cambriolage, Isaac s'était rendu dans un magasin pour acheter un nouveau téléphone. Hasard ou indice révélateur? Que cache cette étrange succession d'événements? Pour la police, tout cela ressemblait à un signal rouge, une alerte évidente de mensonge. Ils ne pouvaient pas croire à une telle coïncidence. Un homme, dont on soupçonnait la relation avec une victime d'agression survivante, disparaît exactement au moment du crime, puis achète un nouveau téléphone juste après la mort du mari jaloux de sa probable amante. Cela ne pouvait pas être simplement un hasard. Les détectives pensaient que le téléphone ne s'était pas volatilisé sans raison. Il y avait sûrement des informations cruciales dessus, des preuves qui pourraient lier Isaac au meurtre. L'absence du téléphone au moment du crime empêchait en plus de vérifier sa géolocalisation, une donnée qui aurait pu faire toute la différence. Mais Isaac ne semblait pas réaliser que les policiers pouvaient tester la théorie en vérifiant le téléphone d'Angel. C'est pourquoi la femme a été arrêtée. Lors de son interrogatoire, Angel affirma que son mari, Milton, était excessivement jaloux. Elle, en revanche, se décrivait comme une femme toujours soignée, qui mettait en valeur sa beauté à travers ses vêtements et ses bijoux. Ce style ne pouvait que susciter l'attention des hommes, et bien sûr, son mari réagissait de façon agressive face à cette situation. Mais à 45 ans, Angel insistait sur le fait qu'elle n'avait jamais donné de raisons légitimes à cette jalousie. Elle nia toute implication dans le crime, soutenant qu'elle n'était en rien liée à l'événement tragique. Après l'interrogatoire, les policiers n'avaient trouvé aucune raison suffisante pour procéder à une arrestation, et la veuve a été libérée. Cependant, Angel n'a pas cessé de pointer du doigt d'autres personnes, notamment des associés commerciaux de Milton. Elle était convaincue que son mari avait souvent été en contact avec des individus douteux, des criminels vendant des objets volés. Elle a même fourni quelques liens vers des comptes sur les réseaux sociaux, prétendant que ces voleurs savaient où vivait un antiquaire, et avaient donc décidé de cambrioler sa maison.
Malheureusement, ces théories semblaient sans fondement. Les détectives pensaient qu'Angel essayait délibérément de détourner l'attention et de brouiller les pistes. Pourquoi? Pour quel motif? Toujours est-il que chaque piste qu'elle avait donnée a été vérifiée, et dans tous les cas, les policiers ont découvert que c'étaient des fausses informations. Ainsi, malgré tous ces efforts pour égarer l'enquête, 2 suspects demeuraient au sommet de la liste. Le physiothérapeute Isaac et la veuve d'un homme, dont la vie semblait tout à coup beaucoup plus complexe qu'elle ne le laissait paraître. Les enquêteurs ont examiné l'alibi du médecin, qui affirmait qu'au moment du crime, il se trouvait dans un Walmart pour acheter un nouveau téléphone portable. Pour vérifier ses dires, ils ont demandé les enregistrements des caméras de surveillance du magasin. Mais, surprise, aucune trace de lui sur les images. De plus, il n'y avait aucun reçu prouvant un quelconque achat effectué ce jour-là. Ce détail, en apparence anodin, a été suffisant pour renforcer les soupçons des enquêteurs. Ils ont estimé qu'il y avait désormais assez de raisons pour obtenir un mandat de perquisition concernant le domicile d'Isaac. Le 8 août, après avoir obtenu le précieux document, ils se sont rendus chez lui et y ont trouvé son épouse. Celle-ci leur a appris que son mari avait quitté l'État. Elle semblait sincère, mais ce qu'elle a ajouté intriguait encore plus. Jamais elle n'aurait soupçonné une quelconque liaison entre son mari et une autre femme. Pourtant, elle n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait la nuit du meurtre. Elle savait simplement qu'il n'était pas à la maison. Isaac avait mentionné qu'il allait peut-être faire quelques courses, mais il n'avait pas jugé utile de lui rendre des comptes. L'épouse expliqua aussi qu'il était parti dans l'Oregon pour rendre visite à sa mère. À première vue, cela pouvait sembler anodin, mais pour la police, cette information sonnait comme une alerte. Franchir tout le pays en voiture ou en avion alors qu'une enquête pour meurtre dans laquelle on est indirectement impliqué est en cours? Étrange, n'est-ce pas? Était-il en fuite? Sentait-il que quelque chose allait mal tourner? Ces questions résonnaient dans les esprits des enquêteurs. Malheureusement pour eux, malgré leurs efforts pour fouiller la maison de fond en comble, aucune preuve tangible ne fut retrouvée. Pas de lettres suspectes, pas de traces compromettantes, rien. C'était un coup dur. Mais l'affaire n'était pas terminée. Ils décidèrent alors de contacter Angel, une connaissance d'Isaac, pour tenter de savoir où il aurait pu se cacher. La jeune femme leur confia que le kinésithérapeute avait récemment pris contact avec elle via les réseaux sociaux. D'après ses dires, il voulait simplement savoir comment elle allait. Un simple échange de courtoisie? Peut-être. Mais pour quelle raison aurait-elle pris soin de mentionner ce détail aux enquêteurs? Était-ce réellement anodin ou y avait-il un message caché? Cela paraissait suffisamment étrange pour que la police se concentre sur cet échange. Ils lui demandèrent alors son téléphone, espérant peut-être découvrir quelque chose dans cet appareil qui les mènerait enfin sur la piste d'Isaac. Que pouvait-il bien y trouver? Une preuve accablante? Une nouvelle impasse? Le mystère restait entier, mais une chose était sûre. L'énigme entourant Isaac n'avait pas fini de surprendre. Angel tentait de se dérober, ce qui, pour les enquêteurs, ne faisait qu'éveiller davantage leur méfiance. Pourquoi mentionner un contact avec le principal suspect si elle n'avait aucune intention de coopérer pleinement et de montrer leurs échanges? Le comportement de la femme devenait de plus en plus suspect. Malgré ses hésitations, les détectives ont insisté pour examiner son téléphone, et il ne leur fallut que quelques minutes pour trouver une conversation avec Isaac. Toutefois, dans ce chat, il ne se faisait pas appeler Isaac, mais Dustin. Ce détail n'avait rien de surprenant pour les policiers, qui savaient déjà que Dustin était son second prénom. Plus troublant cependant, était le ton des messages. Isaac s'adressait à Angel en l'appelant « ma chérie », confirmant ainsi leur liaison. Une fois le téléphone brièvement inspecté, il fut rendu à Angel. Mais au moment même où elle reprit l'appareil, un nouveau message arriva sous leurs yeux. Les détectives furent sur le qui-vive. Cependant, Angel refusa catégoriquement de dévoiler le contenu du message et, à la stupéfaction des policiers, elle le supprima immédiatement, comme si de rien n'était. À cet instant, les derniers doutes concernant son éventuelle implication s'évanouirent. Elle savait quelque chose, elle cachait quelque chose. La question désormais n'était plus de savoir si elle était liée au crime, mais quelle était précisément sa part de responsabilité dans cette affaire. Pour poursuivre leurs investigations, les enquêteurs prirent la décision de confisquer son téléphone pour une analyse plus approfondie. 10 jours après le début de l'enquête, une révélation capitale vint bouleverser l'affaire. Un homme nommé Louis contacta la police, se présentant comme un mentor d'Isaac. Ce dernier confia que le physiothérapeute n'était plus le même depuis qu'une relation, pour le moins interdite, avait débuté entre lui et l'une de ses patientes. Isaac s'était ouvert à Louis, lui parlant d'Angel Sawyer, une femme mariée et mère de 4 enfants.
Il avoua avoir été attiré par elle dès leur première rencontre, bien que cela lui ait semblé contre nature. Mais, d'après lui, Angel aurait intensifié leurs échanges, allant jusqu'à flirter ouvertement. Isaac aurait résisté pendant longtemps, conscient des règles et des risques encourus. Mais un jour, tout bascula. Louis raconta un événement marquant. Isaac aurait trouvé Angel dans une salle de soins, l'attendant entièrement nue. Et ce jour-là, malgré ses convictions et ses principes, il n'aurait pas su résister. Cette liaison, née d'une rencontre professionnelle, s'était transformée en un tourbillon destructeur. Mais était-ce simplement une histoire d'amour interdite ou le début d'une tragédie plus sombre? Après cette rencontre, pendant les quelques mois qui ont précédé le meurtre de Milton, ils ont développé une relation amoureuse. La femme disait au médecin que son mari ne leur permettrait jamais d'être ensemble. Elle dépeignait son époux comme un tyran, un homme jaloux, et Isaac avait le sentiment qu'il devait sauver sa bien-aimée. Pour faire avancer leur relation, ils ont décidé de se débarrasser de ce mari cruel. Ensemble, ils ont élaboré un plan où ils simuleraient une intrusion à domicile. Isaac devait utiliser la clé que Angel laisserait près de la porte. L'idée était que, pendant l'attaque, le couple serait dans la chambre à coucher, en train de se reposer. Le médecin s'est introduit dans la maison, armé d'un pistolet, aux alentours de minuit. Il monta dans la chambre et attaqua Milton. Le criminel exerça une prise d'étranglement et maintint son adversaire jusqu'à ce qu'il cesse de résister. Mais, dans l'élan, l'amant frappa Angel, mais il n'avait pas calculé la force. Elle tomba et se cogna violemment le front contre la table de chevet. Cela ne faisait pas partie du plan, mais, d'un point de vue criminologique, cela paraissait parfaitement plausible comme une conséquence de l'attaque. Après l'incident, Isaac transforma la scène en un cambriolage, en éparpillant des objets sur le sol. Il remplit également une taie d'oreiller avec les premiers bijoux qu'il trouva et prit la fuite. Le médecin avait ensuite prévu de mettre en œuvre un plan pour éliminer toute trace de l'ADN de la victime sur son propre corps, et Angel devait faire de même avant l'arrivée de la police. Isaac se débarrassa des affaires utilisées lors de l'attaque. Il jeta les vêtements dans des poubelles disséminées dans divers quartiers de la ville et se débarrassa également de son téléphone. C'est ainsi qu'un informateur a fait une déclaration choc à la police, et Louis, un enquêteur, a suivi les indices. Pour cela, les enquêteurs ont incité un mentor à contacter Isaac afin d'enregistrer ses aveux. Lors de 3 conversations téléphoniques, ils ont pu confirmer que le physiothérapeute entretenait effectivement une liaison avec une patiente impliquée dans l'attaque et qu'il était l'exécutant de ce crime. Les policiers ont finalement arrêté Isaac Melcher, un homme de 38 ans, qui était déjà de retour chez lui, en Caroline du Nord. Le médecin a été conduit au commissariat et soumis à un interrogatoire. L'homme a refusé de coopérer avec la police, ce qui a poussé les détectives à se concentrer sur Angel, une femme âgée de 45 ans. Ils lui ont annoncé qu'ils avaient arrêté le meurtrier de son mari et l'ont invitée au commissariat pour une reconnaissance. Mais lorsqu'elle est arrivée, elle a également été arrêtée et emmenée pour un interrogatoire. Finalement, elle a avoué qu'elle était au courant du plan d'Isaac, le physiothérapeute. Selon ses dires, il voulait se débarrasser de son mari jaloux qui se mettait en travers de leur amour. Cependant, la veuve du collectionneur a affirmé qu'elle avait essayé de le dissuader, mais Isaac était devenu agressif. Elle a déclaré qu'elle craignait pour sa sécurité et celle de ses enfants, et c'est pourquoi elle n'a pas empêché le meurtre. Angel a aussi prétendu qu'Isaac était littéralement obsédé par elle. Mais la police savait déjà que tout cela n'était que mensonge. Ils avaient de la preuve qu'ils avaient planifié le crime ensemble. En réalité, Angel était une manipulatrice. C'est elle qui avait orchestré l'attaque, se présentant comme une victime et dépeignant son mari comme un tyran. Elle jouait sur la pitié et les sentiments nobles de son amant, jusqu'à ce qu'il prenne le rôle du chevalier prêt à la libérer de sa prison conjugale. Isaac, malgré son intelligence et son équilibre apparent, avait été aveuglé par l'amour, qui avait pris le dessus sur sa raison. Cependant, le bureau du procureur faisait face à un problème. La plupart des preuves contre la veuve étaient indirectes. Lors de son interrogatoire, Angel a affirmé qu'Isaac était un fou furieux, un harceleur qui la suivait partout, et qu'elle n'avait jamais voulu de relation avec lui. Mais les détectives ont réussi à informer le physiothérapeute du comportement de sa bien-aimée, ce qui a ouvert les yeux d'Isaac. Il a compris qu'il avait été utilisé, et qu'elle continuait à manipuler la situation pour éviter la prison. Furieux, Isaac a décidé de coopérer avec les enquêteurs et de témoigner contre Angel. En échange, il a plaidé coupable de meurtre au second degré et a accepté une peine de 25 ans, avec possibilité de libération conditionnelle après 20 ans. Mais la condition principale de l'accord était qu'il témoigne contre Angel au tribunal. Le procès d'Angel s'est tenu en septembre 2021.
Selon le procureur, Angel n'avait pas été motivée par l'argent. Le couple n'avait pas de contrat d'assurance vie, et la maison où ils vivaient appartenait à Milton, acquise avant leur mariage. Elle ne pouvait ni être divisée ni être transférée à Angel en cas de décès de Milton. Lors des entretiens avec les enquêteurs, Angel a fini par admettre qu'elle se sentait piégée dans un mariage sans amour. Elle ne voulait pas être vue comme une femme divorcée pour la deuxième fois, et elle pensait que tuer son mari était le moindre mal entre les deux options. Le 16 septembre 2021, Isaac a témoigné contre son ancienne amante. Il a raconté comment elle avait d'abord gagné son cœur, puis avait joué sur sa pitié en inventant des histoires d'agression physique et de violence psychologique. Elle l'avait poussé à détester Milton, et Isaac, aveuglé par l'amour, s'était senti prêt à tout pour sauver Angel de sa soi-disant souffrance. Mais en réalité, il n'était qu'un pion dans son jeu. Angel n'a pas témoigné lors de son procès, mais elle a continué à clamer son innocence jusqu'au bout. Cependant, les mots d'Isaac ont été décisifs. Les 12 jurés l'ont reconnu coupable de complot en vue de commettre un meurtre. Une femme condamnée à la prison à perpétuité, sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Une sentence définitive, qui scelle son destin à jamais. Mais derrière cette peine, derrière ce verdict impitoyable, se cache une série d'événements troublants, des questions restées sans réponse et des secrets qui semblent refuser de disparaître. Le petit magasin d'antiquités, autrefois chaleureux et animé, n'a jamais retrouvé son éclat. Personne n'a voulu en reprendre les clés après la mort de son propriétaire. Finalement, il a fermé ses portes, emportant avec lui une partie de l'âme de ce quartier. Et pendant ce temps, dans l'ombre des barreaux, un couple croupit toujours en prison, leur sort entrelacé à jamais. Les enfants de Milton, quant à eux, ont été confiés à des membres de leur famille. Une décision logique, mais lourde de conséquences émotionnelles. Et au milieu de tout cela, une idée troublante persiste. Ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Cette étrange affection où la victime commence à ressentir de l'attachement, voire de l'amour, pour son bourreau. Mais, et si ce phénomène allait plus loin? Peut-on imaginer qu'un traumatisme psychologique puisse engendrer une sorte de dépendance à la douleur? Que l'esprit, marqué à jamais, cherche inconsciemment à reproduire ses souffrances? Et surtout, peut-on construire un mariage, une vie commune, sur un tel socle de douleur et de manipulation? Est-ce que seulement envisageable que la victime, un jour, trouve la force de renverser la situation et d'échapper à son tyran? Autant de questions que la police s'est posées en tentant de démêler les sombres mystères de la vie du couple Simca. Une histoire profondément dérangeante, où chaque réponse semble soulever de nouvelles interrogations. Tout commence avec une jeune fille, Julene Nake, née dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis. Dès son enfance, sa vie a été marquée par l'instabilité. La famille déménageait fréquemment, changeant sans cesse d'activité et de lieu de résidence. Mais malgré ce chaos, Julene brillait à l'école. Elle faisait partie des élèves les plus intelligentes de sa classe, attirant l'attention, non par des comportements exubérants comme on pourrait s'y attendre, mais grâce à une combinaison rare d'intelligence, de douceur et d'un charme naturel. Elle avait beaucoup d'amis, même si, au fond, elle restait réservée, presque timide. Une timidité qui prenait racine dans des blessures profondes. Car, derrière son sourire et ses bonnes notes, Julene portait un secret insupportable. Pendant des années, elle a subi les abus terribles de son père. Des abus qui allaient bien au-delà des mots, qui ont brisé son enfance et marqué son âme. Lorsque sa mère a découvert l'horreur de la situation, elle n'a pas hésité. Elle a dénoncé son mari aux autorités, entraînant un procès retentissant. Le père de Julene a été envoyé en prison, laissant derrière lui une famille dévastée, mais, peut-être, un espoir de reconstruction. Mais, pour Julene, le chemin de la guérison était loin d'être terminé. Pendant cette période, la mère de Julene a demandé le divorce et a déménagé, espérant ainsi échapper à leur passé sombre. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour protéger sa fille, s'assurant que le père, une fois libéré, ne pourrait pas les retrouver. Mais son combat ne s'arrêtait pas là. En plus de se protéger, elle devait aussi subvenir aux besoins de sa petite famille. Elle s'est lancée dans un travail acharné, multipliant les heures et les efforts pour offrir à Julene une vie meilleure, loin des ombres de l'ancien monde. Malgré les difficultés, elle y est parvenue. Elles ont réussi à se reconstruire, à se créer une nouvelle vie, une vie où l'espoir renaissait chaque jour, même dans les moments les plus sombres. Mais, bien que la mère ait tout fait pour protéger sa fille, les cicatrices laissées par le passé étaient indélébiles, et l'avenir de Julene allait se dessiner différemment de ce qu'elles espéraient.